Chapitre 19. Naoko. Jeanne. Maman. La silhouette de ma mère se dresse parmi les ombres. Ses longs cheveux bruns flottent autour de son visage blême. Et moi-même, j'ai l'impression de flotter, comme si je ne pesais plus rien. « Oh, maman, je pensais ne jamais te revoir !» Je m'écrie, la voix entrecoupée de sanglots. Je glisse vers elle pour la serrer dans mes bras. Mais plus j'avance, plus elle semble se dérober. Pareil à ces nuages passagers, où Bastien et moi distinguions des formes éphémères qui se délitaient en quelques instants. Jeanne articule faiblement ses lèvres pâles, presque transparentes. « Oui, c'est bien moi. Ne t'en vas pas. Reste avec moi. Reste !» J'ouvre brusquement les yeux, le cri mourant dans ma gorge. « Avec moi ?» Je reprends brusquement conscience de la pesanteur de mon corps, enseveli dans un lit profond, sous plusieurs couches de couverture. Ma chevelure elle-même est enfermée sous un épais bonnet de nuit. « Jeanne ?» répète une voix qui n'est pas celle de maman. Je tourne la tête sur mon oreiller trempé de sueur. C'est Naoko, assise sur un tabouret à mon chevet. Derrière elle se dresse une cheminée où flamboie un grand feu, à côté d'une fenêtre aux rideaux tirés. « Où suis-je ?» je balbutie. « Dans le cabinet au cavale. Madame Thérèse y a fait monter un lit où tu dors depuis hier soir. Elle n'allait pas te remettre sous les combles après que tu y aies attrapé la mort. » En effet, je reconnais à présent les vieilles tentures garnissant les murs. La cheminée, unique source de lumière, projette des lueurs et des ombres dansantes sur les motifs élimés. Les manades de chevaux semblent s'animer, mais ceux-ci ne sont pas seuls. Pour la première fois, je remarque la présence d'êtres humains à demi effacés parmi les quadrupèdes. Des hommes et des femmes fuyant à toutes jambes, aussi terrorisés que les statues de proie ornant le mur de la traque. Les cavales qui les poursuivent ont les yeux noirs comme la nuit, la bouche écumante d'une salive couleur de sang. Les cavales de Diomède, je murmure, me remémorant soudain un chapitre des Métamorphoses d'Ovide. Celui qui raconte comment Diomède, le cruel roi de Thrace, jetait jadis les étrangers en pâture à ses juments carnivores. En effet, c'est un mythe que nous avons étudié avec Chantilly l'année dernière, dit Naoko. À la mention de l'école et des leçons, les souvenirs me reviennent d'un seul coup. Ma conversation avec la gouvernante dans cette même pièce, la disparition de Tristan, ma journée passée à ignorer les symptômes de la maladie, mon malaise en plein cours d'art vampirique. Hier, je me suis évanouie devant tout le monde. Je balbutie. Naoko acquiesce. Saisie d'une peur panique, je palpe mon corps sous mes couvertures. Ma robe m'a été retirée et l'on m'a passé un négligé de coton. « Mes bras !» dis-je, la gorge serrée. « Ne t'inquiète pas. En tant que tutrice, je me suis proposée pour te changer et te mettre au lit. Personne d'autre que moi n'a vu tes marques de ponction. J'ai glissé ton médaillon et ton briquet dans la poche du négligé et je me suis précipitée à ton chevet ce matin. » Je pousse un soupir de soulagement. Une fois de plus, Naoko m'a sauvé la mise. « Merci du fond du cœur, » dis-je. « De rien. »« Non, cette fois je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Tu dois me dire comment je peux te remercier. » Emportée par mon émotion, je suis prise d'une quinte de toux qui me déchire les bronches. Dans la foulée, une migraine pulsante me transperce le crâne, sous le bonnet de nuit dont on m'a affublé. Naoko applique une compresse fraîche sur mon front. « Commence par récupérer, ce sera un bon début, » dit-elle. « Ne gaspille pas ton énergie en paroles. »« Je ne me tairai pas avant de savoir ce que je peux faire pour toi, » je menace. « Pourquoi faire tant de mystère? Je t'ai tout dit de moi, mais toi j'ai l'impression que tu me caches encore quelque chose. » Une ombre passe sur le visage de Naoko. Elle m'a souvent reproché de dissimuler une partie de la vérité, à raison. Mais aujourd'hui, je lui retourne l'accusation et je sens que ça la blesse. « Tu devines juste, Jeanne, je te cache quelque chose, » murmure-t-elle. « J'attendais le moment propice pour te le dire. Je suppose que ce moment est venu. » Elle prend une profonde inspiration, marque une pause, finit par ajouter d'une voix hésitante. « Je ne suis pas exactement celle que tu crois. » Le visage de Naoko m'a toujours paru énigmatique. Dans ce cabinet calfeutré,
à la lumière incertaine des flammes, il est plus impénétrable que jamais. La jeune japonaise semble appartenir au même monde légendaire que les antiques tapisseries se dressant derrière elle, peuplées de cavales issues des profondeurs d'un passé mythique. « Tu es ma meilleure amie, voilà ce que je crois », j'affirme avec toute l'énergie dont je suis capable. « Pas seulement à la grande écurie, mais depuis toujours. Tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue. C'est la pure vérité et rien ne pourra me faire changer d'avis. » Mes paroles viennent du cœur, elles sont sincères. « Rien ne pourra te faire changer d'avis, vraiment ?» répète Naoko. « Rien. Pas même ça. » À ces mots, elle lève la main au chignon dans sa nuque et retire la longue pique laquée qui le maintient solidement. Sa chevelure noire retombe lourdement, submergeant ses épaules et tout son corps jusqu'au milieu de son dos. Une formidable masse capillaire, à faire pâlir d'envie Poppy en personne. Je me rends compte que c'est la première fois que je vois Naoko les cheveux lâchés. Que ce soit en cours, au repas ou même à la toilette du soir, elle porte toujours le chignon, ne m'autorisant pas à la coiffer. « Tu as des cheveux de déesse ? C'est ça qui est censé remettre en cause notre amitié ?» dis-je, pas sûre de comprendre où elle veut en venir. « Tu crois que je suis jalouse ?» En guise de réponse, Naoko pivote sur son tabouret. De dos, elle n'est plus qu'une silhouette entièrement recouverte sous le suaire noir de sa crinière, telle une pleureuse de cimetière. Ses mains remontent de chaque côté de son cou et saisissent chacune une pleine poignée de cheveux pour les écarter latéralement à la manière de 2 pans de rideau. Je ne peux retenir un cri. « Oh !» Là, à quelques centimètres au-dessus de la nuque, entre les mèches épaisses, il y a une bouche. 2 lèvres pâles, impossiblement longues, scellées l'une à l'autre, barrant le cuir chevelu de la jeune fille comme une cicatrice boursouflée. « Cela t'effraie, n'est-ce pas ?» murmure Naoko, le dos toujours tourné. Non, je bafouille. C'est juste la surprise qui m'a arraché ce cri. Ce n'était pas un cri de surprise, mais un cri d'effroi, et aussi de dégoût. Je voudrais demander à Naoko de laisser retomber ses cheveux pour cacher cette bouche inhumaine, étirée sur 15 centimètres d'une tempe à l'autre. Je voudrais l'implorer de se retourner vers moi pour me présenter son visage où s'ouvre sa véritable bouche, petite, délicate, laquée de carmin. Mais je m'efforce de surmonter ma répulsion. J'ai trop souffert du regard des autres sur mes cheveux, au village, pour me permettre de juger l'apparence de quiconque. Du reste, cette bouche n'en est certainement pas une. C'est juste une excroissance charnue qui en prend la forme, une anomalie congénitale, certes impressionnante, mais au fond aussi anodine que ma couleur capillaire. « Tu as un petit défaut de naissance, ce n'est rien du tout, » dis-je, tâchant de dédramatiser la situation. « Il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. » Ma malbouche ne s'est pas contentée de fouetter le chat des voisins au Japon. Elle l'a croqué tout cru. Les paroles de Naoko me laissent sans voix. Est-ce une plaisanterie? Une métaphore? Une erreur de traduction? Tandis que je contemple le crâne de Naoko, en proie à la confusion la plus totale, un infime mouvement contracte les lèvres monstrueuses. Leurs coins frémissent et s'étirent un peu plus. Une onde glacée hérisse tous les poils de ma peau. Ce morceau de chair, que j'avais cru mort, est bien vivant et il me sourit horriblement. Avant que les lèvres se retroussent pour révéler la dentition qui se cache derrière, Naoko laisse brusquement retomber le lourd rideau de ses cheveux. Elle se retourne vers moi, blême. « La malbouche ne tarde jamais à se réveiller lorsque je l'expose à l'air libre la nuit, » me dit-elle d'une voix étranglée. « Et je t'assure que tu ne veux pas voir ça. » La détresse plisse le front de la jeune japonaise. J'extrais ma main tremblante de sous les couvertures et je la pose sur son bras. Parce que je sens que c'est de ça qu'elle a besoin cet instant, plus que de tout, être touchée. Lorsque j'étais toute petite, c'était juste une bosse derrière ma tête, dont ma nourrice n'a pas songé à s'inquiéter, dit-elle, répondant aux questions que je n'ose lui poser. Mais dès l'âge de 10 ans, pendant la nuit, j'ai senti que cette bosse se mettait à frémir, à bouger, à vivre. Dès lors, je ne pouvais plus nier l'évidence. Une abomination était greffée à ma peau. J'ai refusé que ma nourrice continue à s'occuper de moi, décrétant que je pouvais me coiffer moi-même. J'ai éloigné tous les domestiques de mon père.
Et j'ai grandi seule, avec mon secret. La malbouche, comme je l'ai baptisée. Parce que pour moi, elle représente le mal absolu. Je déglutis douloureusement. Tu veux dire que personne ne sait? Même pas ta famille? Je suis fille unique. Mon père a toujours été bien trop occupé par sa carrière diplomatique pour s'occuper de mon éducation. Quant à ma mère, elle est morte en couche aux mains des médecins impériaux. Elle a payé le prix des ténèbres, et moi aussi. Je me souviens de la manière dont Naoko m'a parlé de ces médecins officiels de la cour du Japon, les comparant aux docteurs de la faculté hématique. Les uns et les autres utilisent l'alchimie pour manipuler les ténèbres sans vergogne. Quant à ce frisson glacé que j'ai senti quand la bouche monstrueuse a commencé à s'animer, c'est bien sûr la froide signature des ténèbres. Mes parents étaient sans descendance depuis des années, continue Naoko, les flammes de la cheminée projetant des lueurs dansantes sur ses joues. En dernier recours, mon père a demandé aux médecins impériaux de traiter ma mère pour qu'elle enfante à tout prix. J'ignore quel traitement ils lui ont fait subir. Tout ce que je sais, c'est qu'elle y a laissé la vie, et que je suis née avec ce petit défaut, comme tu dis. Naoko, je ne savais pas, je balbutie. Les expériences que mènent les médecins impériaux dans leur quête de savoir conduisent souvent à des horreurs vivantes. Au Japon, on les appelle les yokai, les monstres. Ils sont généralement identifiés à la naissance et brûlés sans autre forme de procès. En Occident, les inquisiteurs de la faculté appliquent la même loi avec le fruit de leur expérimentation ratée. Elle grimace. Les savants ne s'embarrassent pas de scrupules. Pour eux, la fin justifie toujours les moyens. J'ai eu de la chance de passer entre les mailles du filet jusqu'à aujourd'hui. D'un seul coup, tout s'explique. La solitude de Naoko, son refus que quiconque s'occupe de ses cheveux, sa méfiance envers les autres, sa quête désespérée d'une âme à qui elle puisse enfin se confier. Cela fait quelques semaines que je suis sur le qui-vive à la grande écurie. Mais Naoko, elle, garde un secret mortel depuis toujours. Tu n'es pas un yokai, lui dis-je en resserrant ma main sur son bras. Les monstres, ce sont ceux qui veulent brûler une enfant innocente. Elle secoue la tête d'un air désabusé. Tu dis ça parce que tu n'as pas vu la malbouche s'ouvrir. Et moi aussi, dans les premières années, je lui ai accordé le bénéfice du doute. Quand je la sentais s'agiter le soir derrière ma nuque, je savais qu'elle avait faim. Je ramassais discrètement les reliefs du souper pour les lui offrir dans le secret de ma chambre. Au début, quelques boulettes de riz et une lampée de lait suffisaient à la tenir tranquille. Puis, en grandissant, il m'a fallu dérober des bouts de poisson cru et des restes de brochettes yakitori pour la rassasier. Quant à moi, je m'efforçais de ne pas prêter attention aux affreux bruits de mastication et de déglutition résonnant dans ma nuque. Jusqu'à cette nuit de mai, où le chat des voisins s'est introduit dans ma chambre par la fenêtre entr'ouverte, attiré sans doute par l'odeur d'un fond de lait dans un bol que j'avais laissé traîner. Les traits de Naoko se révulsent d'horreur, tandis qu'elle plonge dans la région la plus douloureuse de sa mémoire. Ce sont ces miaulements sauvages qui m'ont réveillée, se souvient-elle. La pauvre bête hurlait, essayant de s'enfuir. Mais elle ne pouvait pas, car je la maintenais de toutes mes forces au-dessus de ma tête. Naoko m'empoigne à son tour le poignet et le serre fort, emporté par l'émotion. Tu comprends? Je l'avais capturée dans mon sommeil sans m'en rendre compte. Ou plutôt, c'était la malbouche qui avait pris possession de moi, tandis que je dormais, me plongeant dans un état somnambulique pour assouvir sa voracité. Naoko relâche brusquement mon poignet, où ses doigts crispés ont imprimé leur marque. Horrifiée, les bras couverts de griffures, j'ai laissé tomber le chat, dit-elle dans un souffle. La pauvre bête s'est éloignée en boitant sur 3 pattes, car la 4e n'était plus qu'un moignon sanguinolent. Derrière moi, j'entendais craquer les os et les cartilages du membre sectionné. Oh, le bruit de cette mastication démoniaque, je ne l'oublierai jamais. Naoko plaque ses paumes sur ses oreilles, comme pour étouffer le son d'un souvenir qui la hantera à jamais. Cette nuit-là, j'ai compris que la malbouche avait faim de chair fraîche, reprend-elle, de la même manière que les vampires ont soif de sang. J'ai décidé que jamais plus je ne céderais à ses appétits. J'ai cessé de l'alimenter le soir, mais ce n'était pas encore assez. Greffée à mon organisme, elle bénéficiait sans doute de ce que j'ingérais par ma bouche normale. Aussi, suis-je devenue végétarienne, pour la priver complètement de viande.
Les premiers mois furent atroces. Je ne dormais pas du tout de la nuit. Il me fallait écraser un oreiller sur ma nuque des heures durant pour étouffer les claquements de dents furieux de la malbouche. Elle ne se calmait qu'à l'aube venue. Comme toutes les abominations, celle que je porte en moi s'endort au petit matin. « Oh, ma pauvre Naoko !» dis-je, observant ses cernes sous un nouveau jour dramatique. « Je suis tellement désolée. Je n'ose imaginer le calvaire qui est le tien, la guerre que tu mènes chaque nuit. » Elle me sourit faiblement. « C'est étrange que tu emploies ce mot, parce que c'est exactement comme ça que j'imagine ma relation avec la malbouche. C'est une guerre. Et comme dans toutes les guerres, on finit par s'endurcir. Les premières batailles étaient terrifiantes et chaotiques. J'atteignais le matin en pleurs, persuadée que je ne pourrais pas continuer une nuit de plus. Mais avec le temps, j'ai repris un peu de confiance en moi. J'ai constaté que mon régime végétarien affaiblissait la malbouche. Peu à peu, ses claquements de dents se sont fait moins véhéments, comme si la privation la plongeait dans une sorte de léthargie. J'ai réussi à voler chaque nuit quelques minutes de sommeil. Naoko prend une profonde inspiration. Les traits de son visage se détendent enfin. Elle est à nouveau maîtresse d'elle-même. Si ma lutte contre la malbouche est bien une guerre, alors le front s'est figé. La nuit, quand elle commence à frémir, je me livre à mes exercices de méditation derrière les rideaux de mon lit à baldaquin, jusqu'à ce qu'elle s'engourdisse tout à fait. Alors seulement, je me rendors moi aussi. Comme pour conclure cet incroyable témoignage, le bruit d'une cloche lointaine résonne derrière la porte, dans le tréfonds de la grande écurie. C'est la sonnerie appelant les pensionnaires au cours du matin. D'une main experte, Naoko rassemble sa longue chevelure en chignon compact, ensevelissant la malbouche assoupie. La pique laquée vient sceller ce bâillon capillaire. « Voilà, tu connais mon secret, » dit-elle. Je le garderai aussi précieusement que le mien, je lui assure. Son sourire s'élargit un peu. « Je ne te l'aurais pas confié si je n'en avais pas été certaine, » dit-elle en se levant. Je la retiens par le bras. « Minute, ne pars pas tout de suite. Le moment est venu de me dire comment je peux t'aider, parce qu'il y a bien quelque chose que je peux faire, n'est-ce pas ?» Pendant un instant, on n'entend que le crépitement des bûches dans la grande cheminée. « Mon père a longtemps insisté pour que je me présente à la gorgée du roi, honneur suprême, » murmure-t-elle. « Nous sommes en froid depuis que je lui ai dit que je ne voulais pas, prétextant ma timidité. En vérité, la seule idée de boire le sang du roi me révulse. Je hais les ténèbres de tout mon cœur. Elles corrompent tout ce qu'elles touchent. Elles font se relever les morts. Elles couvrent la chair des vivants de tumeurs monstrueuses. Elles transforment jusqu'aux plus beaux ornements de la nature, les roses innocentes, en abominations. » Naoko est prise d'un tremblement. Je n'ose imaginer l'effet qu'une gorgée de sang royal saturé de ténébrine aurait sur la malbouche. Ça la réveillerait certainement. Or, si on la découvre, c'en est fait de moi. Les inquisiteurs m'enverront droit au bûcher. Personne ne la découvrira, je lui assure. Peut-être, mais il me faudra redoubler de vigilance dans un an, quand j'arriverai à la cour. Vu les fonctions de mon père, il est impensable que je n'y entre pas. Comment la malbouche réagira-t-elle, entourée de tous ces immortels, de tout ce sang, de toutes ces ténèbres? Au palais, plus que jamais, j'aurais besoin d'une amie. Ses yeux brillent à la lueur des flammes. Ne m'abandonne pas, Jeanne. Ne t'enfuis pas comme Tristan s'est enfui. Vous aviez l'air si proches tous les deux, et du jour au lendemain, il t'a quitté. Ne me fais pas ça, je t'en conjure. Reste à mes côtés. Tu t'en vicomte de Mortange si tel est ton destin, mais toi, reste en vie. Reste en vie pour moi. Ma gorge se serre. C'est la première fois que Naoko me demande quelque chose, elle qui m'a tout donné sans hésiter. Et pourtant, cette unique requête, je ne peux la lui accorder. Je n'imagine pas un instant survivre à l'attentat contre le roi, dans quelques jours. Naoko ignore ce projet fou. Elle ne se doute pas qu'elle parle à une condamnée. Quoi qu'il advienne, je resterai toujours ton amie, lui dis-je, bottant en touche avec une affreuse sensation de culpabilité. Elle murmure un remerciement et échappe à ma main, soudain aussi molle qu'une chique, pour s'enfoncer dans le couloir au bout duquel l'attend le cours de Chantilly.